rejoint pour nous expliquer comment ils font dans le contexte de désinformation actuelle, comment ils font pour mettre en place leur stratégie, débunker des situations qui sont des situations sur lesquelles les messages sont des messages, on va dire, souvent tronqués ou déformés. Il suffit de regarder ce qui s'est passé hier sur Arte avec des vaccins et des hommes, où on a quand même une magnifique structuration d'un message d'amalgame entre du vrai, du faux, du peut-être, du tronqué, du déformé, et ainsi de suite. Et donc voilà, leur expérience était absolument essentielle. Et donc je voudrais passer tout de suite la parole, ben, par exemple, aux vaxeuses. Si les vaxeuses veulent Volontiers, prendre la parole. voilà. Si vous C'est m'entendez très... bien. Oui, Monsieur Sely, bonjour. Vous nous Bonjour. entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. C'est Désolé, super. je suis un peu en retard. Non, 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 vous en faites pas, on vient juste à peine de commencer. Vraiment, merci d'être là. On était justement au moment où je passais la parole, en particulier aux vaxeuses qui sont très actives sur les réseaux sociaux et qui font un travail merveilleux, en particulier justement sur la lutte contre la désinformation scientifique. Et je leur passe tout de suite la parole. Est-ce que je peux vous demander de couper votre caméra pour qu'on puisse les laisser parler et laisser parler tous les groupes. Et puis ensuite, on passera bien entendu euh, à la, à la question, à la séance de questions-réponses. Et on aura très certainement des questions pour vous parce que c'est vraiment extrêmement. On est très, très heureux que vous nous rejoigniez ce soir puisque vous êtes à la tête de la Task Force Vaccination. Les vaxeux, c'est à vous. Parfait, merci beaucoup. Donc, merci de nous accueillir ce soir. Je vais vous faire un rapide retour sur la création de notre collectif. Donc, nous existons en fait depuis 2017. Nous sommes un groupe de personnes, on est pas loin d'une quinzaine, qui se sont regroupés on s'est rencontrés sur des groupes Facebook à l'occasion des débats qu'il y a eu sur la mise en place de l'obligation vaccinale en France pour les enfants, qui a eu lieu en 2018. C'est à ce moment-là que les nombreux articles dans la presse ont été pollués par le discours anti-vaccin. Donc, en ce qui me concerne, moi personnellement, c'est quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience et que j'ai découvert à ce moment-là. Euh, J'aurais pu, pourquoi pas, tomber du mauvais côté de la barrière, mais j'ai rencontré des personnes là qui répondaient de façon argumentée à ces arguments contre la vaccination. Et puis, on s'est regroupé, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de répondre un peu à ces gens. Et donc, c'est comme ça que notre page est née. Donc, c'était il y a 5 ans maintenant. Au départ, clairement, c'était dans une démarche un peu de moquerie, parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on exposait au grand jour sur notre page les arguments complètement farfelus qu'on peut lire sur certains groupes, sur le génocide organisé de la population par la vaccination. Bon, quand on regarde les courbes, ça va pas l'air au point, hein, leur système. Et puis, bon, la moquerie, ça va, c'est rigolo, ça va 5 minutes, ça fait venir du monde. Et puis, on s'est mis, étant donné qu'on a tous une curiosité scientifique dans l'équipe, on a commencé à rédiger des articles, prendre les arguments un par un, et puis, grâce à des sources que chacun peut vérifier, expliquer pourquoi c'est faux et en quoi c'est de la désinformation. Alors maintenant, oui, on est une quinzaine. On a très très souvent l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère. On invoque souvent ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Donc la loi de Brandolini, c'est un concept qui explique qu'il faut à peu près 10 fois plus de temps pour démonter une information qu'il en a fallu pour la produire. Et on s'en rend compte tous les jours. Là, par exemple, on va s'atteler effectivement à ce reportage qui a été diffusé hier soir sur Arte. Ça va nous prendre un temps fou. On le sait, bon, on va le faire quand même, on va le diffuser. Voilà, on a quand même conscience
du peu de visibilité qu'on peut avoir, même si ça grandit un peu chaque jour, même si on est soutenu par toute une communauté de personnes. C'est parfois un peu pas décourageant, mais voilà, on y va et puis on continue, on est fier de l'être, on ne demande absolument rien en retour. Et puis voilà, alors, je ne sais pas si ma collègue est là, Oui. et voilà, et si tu veux rajouter quelque chose que j'aurais oublié. Grosso modo, oui, ce qui nous aide aussi à tenir, c'est le fait qu'on a des retours, pas forcément sur la page elle-même. Sur la page elle-même, il y a beaucoup de personnes, dont des professionnels de santé aussi, qui nous aident à argumenter avec les antivax qui viennent des fois déverser leurs certitudes. Et on a des fois en retour des gens qui viennent nous dire merci, grâce à vous, j'ai trouvé les arguments pour aider ma sœur, mon frère ou n'importe qui dans mon entourage à sortir la tête de l'eau de ces systèmes, de ces croyances farfelues. Merci de m'avoir aidé. Grâce à vous, j'ai compris. Il y a même des fois des antivax qui viennent nous dire bon, j'aime toujours pas les vaccins, mais au moins avec vous, j'ai appris des trucs. Rien que ça, déjà, ça fait plaisir. Donc, effectivement, et puis on continue. On a toujours des projets sous le coude, mais c'est toujours pareil, on manque de temps. Et mon collègue parlait de la loi de Brandolini. Je donne un exemple pour le film Hold Up. J'ai participé au démontage de ce film. Et pour démonter 20 minutes, ça m'a pris 4 heures. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur du boulot qu'il y a à faire pour défaire une montagne de damneries. Merci beaucoup, Anna, et merci beaucoup, les vaxeuses, pour le travail que vous faites. C'est vrai que moi, à titre personnel, c'est par Facebook que je vous ai connu. Et ça a été un grand plaisir de voir qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément partie prenante de la communauté scientifique ou académique ou médicale, mais des citoyens qui s'étaient mobilisés eux-mêmes pour faire tout un travail qui est un travail Je ne sais pas pour les autres, mais je crois qu'on a perdu Olivier. Olivier, on t'entend pas. Pareil. Moi, c'est figé. Oui, Olivier, on a perdu le son. Et... Vous Tu es revenu? m'entendez? Oui. Oui, je pense que... Oui, c'est bon? Oui. Je pense qu'en plus, vous faites un travail qui est un travail sur lequel on voulait mettre l'angle ce soir. C'est quelque chose que les autorités ne font pas, et je peux comprendre qu'elles ne le fassent pas parce que c'est extrêmement compliqué, que nous, on peut difficilement faire au niveau des associations de malades et tout ça. C'est tout ce travail que vous faites sur les réseaux sociaux, cette présence que vous assurez avec d'autres structures. Et je voudrais passer tout de suite la parole à Stop à la propagande anti-vax. Est-ce que vous êtes là? Oui. Bonjour à tous. Vous pouvez mettre votre caméra? Alors, je précise une chose pour tous ceux qui sont présents, c'est que l'anonymat des personnes qui font partie de ces réseaux est bien entendu quelque chose qu'on doit respecter. À titre personnel, moi j'ai été banni de LinkedIn parce que j'avais pris quelques positions en pro-vaccination et ça m'a valu quand même, avant d'être banni, quelques menaces sérieuses. Donc je peux comprendre que quand on est en permanence sur les réseaux sociaux, on n'a pas envie de mettre ni son confort, ni sa vie privée, voire celle de ses proches, en danger en affichant son identité. La vigie, c'est à vous. Alors, Nico. la vigie ou SPAV? Alors, moi, c'est pour SPAV. La vigie, c'est encore un collectif un peu différent. Alors, je vais être plus bref que les vaxeuses pour Stop à la propagande anti-vaccin, puisqu'en fait, l'histoire un peu de SPAV ou de la page Stop à la propagande anti-vaccin ressemble beaucoup à celle des vaxeuses. Elle a été créée, pour la petite anecdote, quelques jours avant les vaxeuses. Donc c'est une page avec une communication d'information assez descendante en fait. Ce sera différent tout à l'heure quand on parlera de Vaccin France, qui est un groupe. Alors c'est pareil, moi j'étais pas à l'origine, j'étais pas là au tout départ de la page, je les ai rejoints en 2018. Et d'ailleurs les membres fondateurs ont disparu depuis, ils se sont lassés, ils ont d'autres projets. Et c'était né en réaction à la loi du 30 septembre 2017 là, sur l'extinction de l'obligation des 11 vaccins en France.
un peu comme ce que décrivaient les vaxeuses en réaction à la désinformation qui circulait sur le net. Donc aujourd'hui, on est entre 8 et 9 membres. Et on est essentiellement sur Facebook. On a un ton peut-être un peu moins grinçant que les vaxeuses. On fait de l'information peut-être un peu plus neutre. On produit beaucoup moins de contenu. On a très peu de temps en fait. On a eu des périodes où on produisait beaucoup plus de debunk ou de traduction des fois d'articles en anglais. Aujourd'hui, on s'est un petit peu essoufflé. On en reparlera, je pense, un peu plus tard quand on parlera de l'engagement du citoyen, de son rôle. Est-ce qu'Arthur veut rajouter quelque chose? Non, dans l'ensemble, Nico a assez bien fait le tour. De mon côté aussi, je n'étais pas présent au début de la création de la page. Je suis arrivé en cours de route vers 2020. Mais pareil, suite à une impulsion de ma part suite à l'obligation des 11 vaccins qui avait déchaîné un torrent de bêtises sans nom sur les internets et qui m'avait beaucoup touché à l'époque. Il y a un problème de micro, je pense. Oui. Oui, je pense qu'il y a un problème du micro. Je tiens à préciser qu'on est humain. Est-ce que c'est un peu mieux maintenant? Non, on peut quelquefois avoir, ne serait-ce que parce qu'on a eu une infection par HPV, et ce qui justifie la vaccination chez les garçons, on peut très bien avoir aussi les troubles des cordes vocales. Donc c'est pour ça que mais comme Nico connaît la voix d'Arthur, je pense que c'est pour ça qu'il... Arthur, vous pouvez reprendre la parole ? J'ai l'impression que c'était un peu l'invité mystère, là. Est-ce que le son est un peu meilleur maintenant? Ah oui, tout à fait. Très bien. Ça change tout. Formidable. Non, voilà, je précisais juste que j'étais arrivé sur la page un peu plus tard que Nico, mais que mon engagement à lutter contre ces désinformations-là datait également de l'obligation des 11 vaccins qui m'avait aussi beaucoup touché en voyant le déferlement de bêtises que j'avais pu voir traîner sur Internet, en particulier sur Facebook à ce moment-là. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Et Nico, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais juste rajouter que ce qui nous aide à tenir en fait sur la longueur, en fait, c'est le collectif en fait. C'est le fait qu'on soit tous, on se soutienne les uns les autres, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des grands moments de découragement quand même. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, forcément, on connaît assez bien les vaxeuses, on connaît aussi la vigie, et on connaît un peu tous les intervenants de ce soir. Et c'est une communauté quand même qui est assez soudée. On se donne des coups de main de temps en temps sur des interrogations qu'on peut avoir ou des découragements. Je pense que ça fait partie des propos auxquels des personnes comme Annie Hamel, par exemple, qui fait partie de l'association des Petits Anges, est sensible, parce que dans le milieu associatif, on se retrouve aussi quelquefois un peu isolé, et le côté PAC est quelque chose d'important pour continuer à être motivé et continuer à travailler sur une mission en plus qu'on s'est donnée et qui n'est pas forcément reconnue par tout le monde. Alors, je vais passer la parole à la Vigie maintenant. Oui, bonsoir. Alors, en fait, la Vigie a un peu le même genre d'historique, un peu comme Nico pour SPAV. J'étais pas à l'initiation du groupe et je l'ai rejoint plus tard, spécifiquement lors de la période Covid. Mais le groupe est un peu différent, parce que c'est juste un groupe privé de citoyens de professions diverses qui s'intéressent à la biologie, à la santé et de formation souvent scientifique ou de l'enseignement. Et qui donc se sont rejoints pour se serrer les coudes et se fédérer aussi pour ces questions de découragement et de force du groupe face au découragement que prend la place de la désinformation vaccinale en ligne. Et donc, oui, là où l'action pour des pages ou des groupes comme SPAV ou les Vaxeuses sont, je dirais, plus active et productive, l'action là est plus de signifier attention à tel endroit,
je commence à me décourager, je suis confronté à ça, et d'essayer de voir, selon les compétences des uns et des autres, si on peut s'aider, se conseiller, y compris d'ailleurs signaler si on commet une mégarde dans un commentaire, et parfois simplement de juste occuper l'espace, passer le relais et se répartir le travail parce qu'il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup. Alors, sur le plan de la formation, Pascal, tu représentes Vaccin France Information et Discussion. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je vais juste apporter une toute petite précision par rapport à ce qui vient d'être dit au sujet de la vigie. Le premier objectif de la vigie, c'est de communiquer entre nous, parce qu'on fait tous plus ou moins partie de certains groupes, donc je suis aussi sur le groupe de la vigie. On se signale les articles qui parlent de vaccination et on va un peu au combat avec les antivax qui les envahissent, parce que le problème, c'est que sur un article qui informe sur la dose de rappel Covid, sur la campagne de vaccination grippe, c'est immédiatement, en quelques minutes, envahi par 300, 400, 600 commentaires d'antivax. Donc là, entre nous, on s'interpelle les uns les autres, et du coup, ça permet d'offrir un petit peu de visibilité au rationnel sur ces postes-là. Voilà, je voulais juste apporter ça comme information sur la vigie. Vaccin France, information et discussion. Je ne sais pas, Marjorie, si tu ne souhaitais pas présenter cette partie-là, tu m'avais dit que tu l'avais préparée. Ah bah alors Marjorie, avec plaisir. Voilà, Merci je laisse pour ta collègue. ce lancement de micro de Pascal. Donc du coup, oui, le Vaccin France, information et discussion, au contraire des autres groupes qui ont été présentés auparavant, c'est que voilà, on est un groupe et pas une page Facebook. Donc nous, notre approche est tout à fait différente, puisque l'objectif, c'est vraiment d'offrir un espace de discussion aux personnes qui sont le plus souvent inquiets sur des questions de vaccination. Et donc, en fait, on poste des questions de nos membres qui viennent nous demander, enfin voilà, savoir avoir des informations sur la vaccination. Donc l'approche est totalement différente parce qu'elle est totalement, on va dire, pédagogique, un peu contrairement, entre guillemets, au Vaxos, vu que l'objectif, c'est vraiment de rassurer au maximum, d'offrir un espace de confiance où les gens vont pouvoir exposer leurs craintes sans être moqués, en fait, et donc de pouvoir répondre à toutes ces attentes. Donc on est plusieurs modérateurs et administrateurs de formation scientifique ou non, parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir une formation scientifique pour accompagner les gens sur leurs craintes finalement, parce que ça demande aussi des fois juste beaucoup d'empathie et réussir à instaurer ce climat de confiance et cette discussion. Ça demande aussi énormément de temps et d'énergie, hein, puisque sur notre groupe Facebook, on accueille tout le monde, hein, les anti-vaccins comme les gens juste effrayés, ce qui demande un travail de modération très important, puisque le but, c'est pas non plus de laisser libre cours au prosélytisme anti-vaccin sur le groupe, mais en même temps d'être juste et d'essayer que tout le monde puisse s'exprimer voilà, et que puisse être contredit de manière, on va dire, polie. Donc, ça demande voilà, beaucoup de travail de modération. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à propos de ça, Pascal ou Calou. La date de création du groupe remonte aussi à 2018, 2017, au moment où Agnès Buzyn a annoncé l'extension des vaccinations pour les nourrissons. C'est vraiment ce qui a mis le feu dans le monde anti-vaccin, qui était un petit peu en sourdine, qui surgissait de temps en temps pour le vaccin HPV, pour rappeler des éventuels pseudo-problèmes pour le vaccin ROR. Et là, on a senti que ça grouillait un petit peu, beaucoup sur Internet. Et le problème, c'est que les anti-vaccins se fédèrent, eux, sur des groupes. Mais sur ces groupes-là, alors que ce sont les premiers à crier à la censure, sur ces groupes-là, tout discours rationnel est immédiatement banni. Donc, c'est impossible sur un terreau fertile de croyances infondées, de peur, de manipulation, c'est impossible d'apporter un peu de réflexion, un peu de soutien, un peu de réconfort. Donc, on a tous usé beaucoup de profils Facebook pour à chaque fois revenir pour continuer. Et à la fin, on s'est posé, on s'est dit, mais sinon, on crée un groupe dans lequel la censure n'existe pas. Par contre, on va leur imposer la rigueur. Et c'est ce qu'on a fait, et ça marche vraiment bien. Voilà pour le petit mot en plus.
Merci beaucoup, Pascal. Jean-Marie, je vois que tu voulais prendre la parole, mais avant de prendre la parole, je voudrais que tu nous reparles un peu de VLS et un peu du contexte général. Tu peux mettre, ouais, tu peux mettre ta caméra. Moi, je la mets pas, c'est pas parce que j'ai pas envie de la mettre, c'est parce que ça, visiblement, ça coupe la connexion. Tu peux nous reparler un peu de VLS, des Oui, oui. objectifs qu'on poursuit? Alors, comment dire, quand on a créé VLS, Olivier et moi, donc avec OpenROM d'un côté et NIL de l'autre, donc on l'a fait parce qu'on s'est aperçu que, alors qu'on a deux postures différentes et deux activités différentes, on était sur les mêmes combats et les mêmes sujets. Donc on s'est dit, peut-être que c'est le moment de faire alliance pour essayer de mobiliser en fait, plus large et donc plus efficacement. Moi, ce qui me frappe dans tout ce qui s'est passé avec VLS depuis qu'on l'a mis en route, et là, à entendre voilà, tous ces invités qui, chacun à leur façon, avec leur groupe, essaye de mettre la tête hors de l'eau et d'arriver à faire émerger un discours différent et donc un peu plus posé. Je pense qu'il y a un vrai enjeu. En tous les cas, pour eux, donc VLS, c'est pas de refaire à la place des autres ce qu'ils font déjà beaucoup mieux, mais c'est vraiment essayer de mettre en valeur et de promouvoir tout ce travail qui est extrêmement difficile, extrêmement chronophage, épuisant, et d'arriver à faire que tout ce qui bouge, et sur les réseaux sociaux, et dans le milieu médical ou scientifique, arrive à se renforcer les uns les autres. Donc la réunion aujourd'hui, elle me semble très très importante. J'espère que c'est qu'un début, mais qu'on va arriver à ce que tous vos groupes soient mis en valeur, soit donc promis que tout ce que vous faites ait beaucoup plus d'audience et que par ailleurs ça profite aux soignants qui se posent souvent les mêmes questions que la population, qui ont des doutes très voisins. Ils sont soumis aux mêmes pressions que donc la population, et il y en a un certain nombre qui sont devenus très hésitants ou qui simplement véhiculent sans s'en rendre compte des idées fausses ou des fake news. Et donc arriver à ce que VLS devienne une espèce de multiprise qui fait que les efforts des uns profitent aux autres. Alors, je ne sais pas comment faire, hein, je vous dis ça, c'était vraiment notre intention au départ avec Olivier. Et comment dire, probablement, il va falloir que vous nous disiez comment on peut vous aider, comment on peut vous mettre en valeur, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, quel lien vous aimeriez avoir avec les groupes de médecins ou d'experts qui essayent d'amener une réflexion scientifique. En fait, avec Olivier, on s'est un peu partagé les rôles. Moi, j'essaye en fait d'écouter, de poser des questions de temps en temps, et Olivier essaye de faire que le débat avance vite et bien. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup, Jean-Marie. Non, mais je crois que tu as dit le maximum. Nous, notre objectif avec VLS, c'est en fin de compte de faire une matrice protéique dans laquelle les bonnes molécules peuvent se connecter les unes aux autres. C'est surtout pas de vouloir faire un ensemble qui soit un ensemble unifié ou n'importe quoi. Ça présenterait aucune forme d'intérêt. Et ça casserait l'enthousiasme et l'engagement de chacun dans ce combat. Mais c'est vrai que c'est la possibilité de mettre en contact la Société française d'infectiologie de langue française avec les vaxeuses si elles ont besoin, avec la Vigie si vous avez besoin. La même chose pour Stop à la propagande anti-vax ou Vaccin France, information et discussion. C'est-à-dire que y a des ressources qui sont des ressources académiques ou des ressources médicales qui existent. Il y a des associations qui font un travail fabuleux. J'aimerais bien qu'Annie nous dise comment elle utilise les réseaux sociaux. Si je peux me permettre de t'interpeller, Annie, et comment
quelle complémentarité tu peux voir avec justement avec nos quatre invités de ce soir? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai qu'un objectif au niveau de l'association et puis ma présence sur les réseaux sociaux, c'est d'informer parce qu'en fait, nous, notre combat, c'est la prévention méningite et puis depuis plusieurs années et encore plus aujourd'hui, la méningite, c'est une maladie infectieuse mais qui est évitable. Donc, moi, je cherche donc à faire savoir ce message pour que le drame des familles victimes de méningite ne se reproduisent pas, se reproduisent le moins possible, voilà quoi. Alors je connais bien les vaxeuses, bien sûr, voilà. On est côte à côte sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, quoi. Voilà. Alors après, comment on peut mieux travailler ensemble? Moi, je ne sais pas trop. Voilà, ça mérite une réflexion. Bien sûr qu'il faut le faire ensemble, parce que les messages sont encore plus entendus, je pense. Je crois que c'est tout à fait important et si on peut relayer, ça fait partie des choses qui sont tout à fait essentielles. Monsieur Célie, est-ce que je peux me permettre de vous interpeller? Comme vous nous faites le plaisir de participer, moi j'aimerais votre vision de ces groupes qui existent sur les réseaux sociaux, sur savoir comment vous, à la tête de la task force, vous prenez cet effort en compte. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous connaissez tous les acteurs? Est-ce que vous avez des liens avec eux? Est-ce que les choses sont simples? Eh bien, déjà, bonsoir à toutes et à tous et merci, Monsieur Mariotte, pour l'invitation. Alors, pour être tout à fait transparent, la réponse est non. On connaît pas tous ces acteurs. Alors, on a entendu parler de certains, on a rencontré certains des noms des intervenants de ce soir sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on se parle pas de manière régulière et c'est peut-être un point d'amélioration. D'ailleurs, on va en reparler. On pourrait imaginer voilà, des points réguliers d'échange pour se synchroniser. En tout cas, ma réaction par rapport à tout ce que j'entends depuis 19 heures, c'est déjà une forme d'enthousiasme et une forme de remerciement aussi pour tout ce qui est fait sur ces réseaux sociaux. Et puis, je crois que c'est très positif d'imaginer tout ce travail qui est réalisé. Et c'est rassurant aussi quelque part parce qu'on se dit que l'Internet, les réseaux sociaux ne sont pas abandonnés aux antivax et qu'il y a une force qui se parle, qui se structure. Alors, je ne suis pas sûr que les antivax soient aussi structurés, donc ça c'est plutôt positif. Et donc c'est c'est très encourageant et je voulais profiter du coup de cette soirée pour remercier tous ces acteurs quelque part qui interviennent dans l'ombre pour rétablir la vérité scientifique sur les réseaux sociaux et faire en sorte que les commentaires sur les articles ne soient pas toujours orientés dans le même sens des antivax, les commentaires sur les différents tweets. C'est vrai que c'est souvent un peu pénible quand on voit ça, le moindre article, la moindre publication immédiatement attaqué par toute une série d'antivax. Donc c'est rassurant d'avoir cette force du côté de la science qui vient épauler le travail qu'on peut mener. Voilà pour cette première réaction à chaud. Merci beaucoup de cette réaction. Oui, c'est vrai que quand on a découvert aussi ces différents groupes et ces différentes personnalités derrière les groupes, c'était assez passionnant et et moi je me joins à vos remerciements auprès de ces groupes qui font un travail fabuleux sur les réseaux sociaux parce que
on a une tendance très naturelle à prendre en compte les messages très, on va dire, très académiques, très descendants de gens qui sont dans la science et qui font un travail tout à fait remarquable, mais qui n'ont pas toujours le langage qui est compréhensible par la mère de famille ou le père de famille qui s'interroge sur un certain nombre de sujets, qui peut douter sincèrement en fonction de la présentation qui est faite. Si on regarde par exemple le reportage d'hier, c'est quand même quelque chose, des vaccins et des hommes, c'est quand même quelque chose qui est profondément choquant. Je pense que déontologiquement parlant, ça pose des problèmes. Et je pense qu'une société savante peut se sentir un peu bloquée par rapport à ça et mettra un temps fou d'ailleurs à intervenir pour faire un démenti ou pour faire un débunkage, alors qu'on a des citoyens qui se mobilisent sur le terrain et qui vont passer très certainement le week-end prochain tous ensemble à discuter pour débunker sur ce truc qui est juste scandaleux sur le plan de la vérité scientifique. Pascal, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Je voudrais profiter de l'intervention de Bernard Célie et je vous remercie aussi énormément d'être parmi nous ce soir pour vous dire que ce qui vient d'être évoqué, ce que vous avez évoqué aussi en disant que ça serait peut-être une chose à envisager, la possibilité de temps en temps d'avoir des interactions. C'est une chose qui, sur le terrain, quand je parle de terrain, je parle vraiment des réseaux sociaux numériques, c'est une chose qui nous fait vraiment défaut. Si je devais faire une lettre au Père Noël ce soir, je demanderais une création d'une cellule où on aurait moyen d'échanger, parce que sur les réseaux sociaux, on est assez vite au courant de ce qui va se produire. Par exemple, le reportage d'Arte, quand tout le monde l'a découvert à 20h50, ça faisait plus d'une semaine que certains d'entre nous étaient déjà dessus. Donc, on peut donner certaines alertes. De temps en temps, je pense qu'on pourrait donner des bonnes idées aussi, parce qu'on ne côtoie pas vraiment les mêmes gens d'une certaine façon, puisqu'on a vraiment, nous, les opposants en permanence en face. Dans ma lettre au Père Noël, je rajouterais des vrais journalistes scientifiques, parce que presse et médias ne nous aident pas du tout. La presse commune, elle y même des feux avec des titres qui attirent le chaland, ça, j'en doute pas du tout. Mais le problème, c'est que les articles sont un petit peu contraires à ce qui est annoncé dans les titres. Les opposants à la vaccination vont rarement aller lire pour comprendre. Donc la presse, même de la presse qui parfois pense bien faire, et pas toujours au point là-dessus, mais là on est vraiment sur un problème de déontologie journalistique. Et il y avait un troisième point, c'est que la désinformation a des conséquences avec de la mise en danger de personnes. Et ces personnes, ça peut être des personnes fragiles, ça peut être des enfants, ça peut être des parents. Et on a l'impression qu'aujourd'hui en France, ailleurs aussi, qu'aujourd'hui en France, on peut désinformer impunément, qu'on peut mettre des vies en danger et qu'en face, il n'y a aucune réponse pénale. Je terminerai en disant qu'il y a des désinformateurs notoires très connus qui appartiennent à l'INSERM, au CNRS, qui continuent de se faire prévaloir et de l'utiliser comme argument d'autorité et qui ne font que désinformer avec ça. Donc, même les sociétés savantes, voilà, ce sera le dernier et quatrième point, même les sociétés savantes, ce serait bien si il y avait un élan vers ça avec une prise de responsabilité, des actions et des réactions. J'ai terminé, merci d'avoir écouté. Merci Pascal. Flo? Oui, en fait, justement, en complément sur les réflexions de Pascal sur les choses qui pourraient être intéressantes, notamment au niveau de la déontologie journalistique, en fait, l'impression que j'ai, c'est un peu la vigie, on est, je dirais, comme le système immunitaire des réseaux sociaux, de manière individuelle, à signaler aux autres, attention, là, il y a tel public, comme le signalait Pascal tout à l'heure. Et cette manière d'occuper l'espace et de lutter contre la désinformation en étant actif pour ça et en essayant de rapporter un peu une voie de raison et de science face à l'obscurantisme, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui, pour des journalistes scientifiques, qui pourrait être utile que, en fait, le métier de journaliste et le métier de journaliste scientifique sont suffisamment différents pour que, en fait, les journalistes scientifiques devraient avoir besoin de consultants. Et au niveau de la charte de déontologie, je pense que c'est quelque chose qui leur fait défaut. Et une autre chose sur laquelle j'aurais voulu malheureusement faire part d'un peu de pessimisme par rapport à l'intervention de monsieur tout à l'heure,
et que les antivax, malheureusement, sont très organisés aussi. Ils ont des réseaux vastes et ils sont justement suffisamment organisés pour produire des documenteurs, certains de piètre qualité, mais qui ont un impact lourd, comme on a vu Hold Up il y a 2 ans, mais également des documentaires pernicieux et insidieux, comme celui diffusé sur Arte hier, qui est juste atroce, parce que justement, parler de tous les atouts nécessaires pour avoir l'air sérieux et Je crois que c'est vrai qu'il y a une coalition quelque part, il y a une coalition quelque part à créer autour de ce phénomène de la déontologie. Je m'adresse un peu à Monsieur Célie en disant ça. Très souvent, on ne comprend pas pourquoi. Alors, il y a un proverbe qui dit que la justice a de courtes jambes, mais quand on voit le temps qu'il faut pour mettre des informateurs devant un Conseil national de l'ordre ou avoir une décision de justice sur quelque chose, on est vraiment, quelquefois, on est un peu surpris de cette difficile réaction qui encourage en fin de compte les antivax, et on se retrouve avec 300 personnes en face d'un Conseil de l'ordre pour défendre des positions qui sont des positions scientifiquement et éthiquement totalement non défendables. Et je crois que ça, c'est une vraie demande. Je comprends effectivement peut-être une première réaction rapide par rapport à ça. Hein. Et effectivement, je comprends le désarroi qu'il peut y avoir si on laisse impunément ces gens s'exprimer. Après, nous, on est confrontés à un pur arbitrage en termes de moyens à consacrer, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on n'est pas outillé au niveau de l'État central pour lutter contre des individus qui se livreraient à de la désinformation, y compris massive. En revanche, quand vous citiez, enfin moi je les ai pas sur mon radar, hein, mais des gens de sociétés savantes, je crois que l'INSERM ou le CNRS ont été cités. Là, pour le coup, on est plus intéressé à avoir des retours de des remontées sur ces désinformations, parce que pour le coup, on peut agir par d'autres biais que des poursuites. Oui, tout à fait. Et peut-être aussi en réaction à ce que disait Pascal initialement, écoutez, moi je pense qu'on pourrait tout à fait convenir à intervalles réguliers d'avoir des échanges pour partager, évidemment dans les deux sens. J'entends l'idée que vous puissiez être des vigies, parce que vous êtes en contact avec effectivement certaines populations qui peuvent détecter des signaux plus tôt qu'au moment où on peut les recevoir. Et puis nous, on peut partager aussi, évidemment, les différentes évolutions de la campagne de vaccination. Donc, avec plaisir pour en parler, avec également en associant, évidemment, la communication, des personnes de la communication du ministère qui peuvent être intéressées par ces échanges. Écoutez, je pense que ça va être considéré comme extrêmement bienvenu. Et ça peut être extrêmement efficace en plus, parce que si on fait ça sur un mode, je dirais sur un mode fluide, qui correspond un peu à la logique des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui peuvent être partagées et mises en commun et qui peuvent permettre d'éclairer, quelquefois, d'apporter des éclairages sur des points qui sont des signaux quelquefois faibles, mais qui sont difficilement détectables quand on est dans une direction centrale ou ailleurs, mais que sur les réseaux sociaux, on voit apparaître. Donc, avec grand plaisir pour mettre en place, je pense que les vaxeuses, la vigie, Stop à la propagande anti-vax et Vaccin France Information et Discussion seraient très heureux de bénéficier de cette périodicité de rencontres pour échanger sur un certain nombre de points. Si on peut le noter d'une certaine manière, c'est vraiment un résultat très positif. Alors, je repasse la parole tout de suite à Jean-Marie. Oui, juste, deux remarques. La première, c'est que effectivement, l'État est très mal placé pour intervenir dans les propos des journalistes ou des experts qui parlent en public, parce que de toute façon, dès que vous dites
quelque chose, l'effet Tchernobyl joue donc contre vous. Donc, ça, c'est un handicap majeur. Ce qui est embêtant, c'est que si ce sont les industriels qui parlent, tout le monde pense qu'ils sont le diable, donc, et qui sont malhonnêtes et qui pensent que donc au sous, donc ils ne peuvent pas parler non plus. Quand ce sont des experts qui parlent, ils sont présumés achetés, pourris, vénal. Donc, il ne reste que les associations de patients et les soignants de première ligne de soins. Et le problème, c'est qu'ils sont soumis à une pression croissante de fausses informations et même parfois d'intimidation. J'ai parlé de temps en temps avec des juges pour beaucoup de sujets qui n'avaient rien à voir a priori avec les fausses informations vaccins. Je me suis aperçu qu'un certain nombre ont les mêmes doutes que les patients qui doutent. Et que donc, quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui donc visiblement fait des fausses informations scientifiques, a priori, ils ne le considèrent pas comme coupable ou comme un suspect. Ils pensent que c'est peut-être quelqu'un qui est martyrisé. Donc, il y a un vrai problème général. Alors, maintenant, je voudrais vous dire autre chose. Je pense qu'au niveau des pouvoirs publics, il faut qu'on fasse comme dans les services de contre-espionnage. Il faut que vous considériez VLS et tous ces réseaux, tous ces groupes qui essayent de faire du boulot sur le terrain comme des informateurs privilégiés. Et il faut qu'on ait un officier traitant qui a comme mission d'avoir son téléphone accessible n'importe quand et de savoir comment faire remonter l'information chez vous. Alors, je ne sais pas si c'est trop compliqué en termes humains. Je ne sais pas si vous avez les moyens d'assigner cette tâche à un fonctionnaire du ministère de la Santé ou de l'Intérieur ou des armées ou de je ne sais pas quoi. Mais il nous faut un contact donc avec qui on puisse travailler efficacement. Voilà, je m'arrête. Et surtout qu'en termes d'efficacité, le travail qu'a fait la task force par rapport à la vaccination de la population française est un travail absolument remarquable. Donc, il y a vraiment eu... là, c'était un des plus beaux messages que vous avez pu envoyer, c'est qu'on a réussi à avoir une couverture vaccinale sur la Covid qui était tout à fait passionnant. Et en termes de santé publique, c'est une vraie réussite. Donc, on compte beaucoup sur vous. Alors après, on a une question de Blandine Esquer. Blandine, je ne vous connais pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer tous. J'avais vu quelques-uns sur les réseaux sociaux. Alors moi, je suis Blandine Esquer, je suis médecin vaccinologue et je fais partie de l'association Vaccitanie. Comme son nom l'indique, on essaie de promouvoir la vaccination en Occitanie. Et on fait partie du réseau territoire et vaccination également. Voilà, alors j'apprécie beaucoup tout ce que j'ai entendu. Je voulais faire parler sur 3 points. D'abord, je partage vraiment, alors je ne connais pas Pascal, mais je partage vraiment la question du fait qu'on peut désinformer impunément. Ça, c'est quelque chose qui me choque énormément. Le nombre de morts, on ne peut pas calculer le nombre de morts qui sont derrière tous les éléments qui sont dits sur les réseaux sociaux. Ça me paraît très grave. Ça, c'est un point. Le deuxième point, par rapport à la déontologie journalistique, François Bourdillon, qui était le président de Santé publique France, fait aussi partie d'un comité qui soutient Santé publique France. François Bourdillon, qui était à l'époque donc le directeur, avait tiré l'oreille vraiment, nous avait expliqué qu'il avait invité les journalistes du Monde
à propos de vaccination, parce qu'ils avaient joué un peu ce jeu de faire un dossier vaccination qui laissait vraiment un gros flou dans la tête des gens. Et il avait réussi vraiment à leur expliquer les conséquences et leur responsabilité en tant que journaliste. Et le monde s'est calmé ensuite. Hein. Il y a vraiment eu une modification. Donc, bon, je ne sais pas si l'actuel va s'en aller d'ailleurs. Je ne sais pas qui pourrait prendre ce relève. Et je crois qu'il faut tirer les oreilles à Arte, vraiment, parce que c'est grave. Et mon troisième point, alors peut-être que vous êtes tous au courant, mais moi j'ai fait ma petite enquête parce que le mot Georget, donc la personne qui a fait ce documentaire, le mot Georget me disait quelque chose. Et Michel Georget est très connu comme un anti-vax notoire. Il est mort en 2019 et en cherchant, il me semble que Anne Georget est sa fille. Oui, sauf erreur de ma part. Voilà, donc franchement, il y a vraiment quelque chose à faire là sur les réseaux sociaux parce que bon, c'est quand même assez marquant. Non seulement elle est sa fille, mais elle a obtenu de la part de l'ancienne ministre de la Santé la Légion d'honneur en 2021, si mes informations sont bonnes. C'est pas que je cherche à courir après la Légion d'honneur, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même juste assez choquant. Mais je ne savais pas que c'était par la santé, par contre. Si, c'est la ministre de la Culture de l'époque qui lui a remis la Légion d'honneur. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Blandine, pour ce témoignage, c'est important. Marjorie. Oui, je voulais rebondir sur la lettre au Père Noël de Pascal et aussi rebondir sur quelque chose que vous avez dit, Olivier, à propos voilà, du Conseil de l'ordre, etc. Il y a aussi un problème, je pense, sur lequel il serait important d'agir, c'est que bon nombre de désinformateurs, comme l'a rappelé Pascal, sont des chercheurs de l'INSERM ou du CNRS. Et je regrette en tant que chercheuse moi-même que nous n'ayons pas de réponse plus forte de nos tutelles. Et là où les médecins ont le Conseil de l'ordre qui, bon, et on le sait, pas toujours très efficace malheureusement, je pense que ce serait important qu'on ait aussi une institution au-dessus qui puisse contrôler ce qui est dit dans la sphère publique par les personnes qui se réclament voilà, de l'INSERM ou du CNRS et qui ne puissent pas utiliser leur titre en faisant de la désinformation. Je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment important de mettre en place. Voilà. Un comité de déontologie serait bienvenu, en effet. Christine ? Voilà, scientifique. Oui. Marjorie, continuez, je vous ai coupé la parole. Non, c'est tout bon. Non, c'est tout bon. Christine Caminade. Christine, si je peux te présenter en 2 mots, tu fais quand même un travail. Il va falloir que tu remettes ton micro. Et Christine, elle fait beaucoup de travail de formation, en particulier des pharmaciens d'officine, et en particulier sur la vaccination. Olivier. Les équipes officinales, parce que nous sommes battus pour que les préparateurs et les préparatrices rentrent aussi dans le plan de formation avec le DPC, et je pense que M. Thiebaud saura de quoi je parle, parce que le temps préparateur est très important au comptoir et que les préparateurs sont aussi des sources d'information. Donc, s'ils ne sont pas validants sur la vaccination et sur les vaccins, ça vire à la foirade. Donc, nous avons réussi à former, et nous formons en ce moment, les équipes officinales, puisqu'il va y avoir l'extension de la vaccination, et pour pouvoir leur apprendre à répondre aux objections et surtout tordre le cou à ces info-vax, genre même pour la grippe, il y a de l'aluminium dedans, comme vous le savez tous. Donc, moi, la question que je pose toujours en formation, c'est de demander, vos enfants, en quelle classe ont-ils appris la vaccination et les vaccins à l'école? Et j'ai une réponse qui est souvent très floue. Donc, je pense que l'éducation de santé, ça partirait dès l'école, parce que les enfants reçoivent des vaccins, et de leur expliquer ce que c'est, ça nous éviterait derrière d'avoir des adultes qui nous racontent n'importe quoi sur le sujet. Voilà. Je vous salue et tous. Désolée, j'étais en retard. Et je pense que tu as parfaitement raison de souligner ce point, ce d'autant que pour la première fois, on a un ministère de la Santé et de la Prévention, et que la prévention, ça commence par l'éducation sanitaire. Marie est chercheuse. Excuse-moi, si je peux juste intervenir rapidement pour répondre un petit peu aux propos qui ont été... voilà. Oui, alors, étant enseignant, la vaccination est abordée en cycle 4, donc soit en 5e, soit en 4e, soit en 3e, enfin, durant ces 3 années, donc du socle de l'éducation obligatoire. Donc normalement, tous les élèves doivent avoir vu le principe de la vaccination. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. D'accord. Ouais, c'est bon à savoir. Merci, Nico.
Marie? Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Donc effectivement, comme Olivier l'a souligné, je suis enseignante-chercheuse et je travaille plus particulièrement sur les mécanismes justement pour lutter contre les fake news. Et je voulais juste poser un peu des questions justement aux activistes. Vous avez mentionné voilà, le fait que ça prenne du temps et de parfois être lassé, découragé, et c'est arrivé à certains fondateurs de vos différents groupes. Comment est-ce que vous vous protégez par rapport à ça et notamment au niveau du collectif, comment est-ce que vous vous apportez du soutien les uns aux autres? Alors, est-ce que Nico peut répondre ou les vaxeuses? Flo veut répondre? Flo? Oui, disons qu'après que les autres n'hésitent pas à ajouter, mais j'ai plutôt la sensation au sein de la Vigie que déjà on s'apporte simplement le soutien de pouvoir se passer le relais. Donc même si on donc ce rôle de vigie en signalant aux autres pour être plusieurs à occuper l'espace, déjà on se répartit le travail parce que sinon c'est effectivement trop vaste pour que on tienne tout seul face à 300 ou 400 antivax sur la même publi. En plus, ça a failli. Et puis justement, en étant dans la vigie, je sais pas, on doit être une vingtaine, peut-être une trentaine. Tout le monde n'est pas disponible en même temps, tout le monde n'a pas les mêmes motivations, la même forme, la même charge de travail en dehors des réseaux en même temps. Et justement, ça permet d'être moins découragé et de faire chacun comme on peut, au moment où on peut. Et rien que ça, ça aide déjà. Après, il y a certains membres de la Vigie qui, de temps en temps, quittent temporairement, se tiennent en dehors des réseaux. Et ils peuvent le faire sereinement. Et d'ailleurs, en restant en contact avec les autres, on prend des nouvelles, on finit par se connaître comme ça se fait sur les réseaux sociaux. Et rien que ça permet aussi de se soutenir, même quand on tient le nez éloigné de l'envahissement anti-vax en général. Et c'est une des premières choses. Après, chaque groupe va fonctionner un peu différemment, je suppose. Alors, on a peut-être les vaxeuses, Anna, non, ou les vaxeuses qui voulaient. Oui, ou si Anna veut parler, pas de souci. Ce qu'on peut préciser ici, c'est que tous les réseaux sociaux ne se valent pas. Twitter, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement toxique, qui est extrêmement chronophage parce que les interactions se font presque en temps réel. Et c'est le réseau sur lequel on essaye entre guillemets, de tourner le plus souvent, parce que vraiment c'est quelque chose de prenant et c'est très difficile sur Twitter de modérer son agressivité face aux autres. Sur Facebook, il y a un peu plus de délai dans les interactions avec les gens. On a l'impression qu'il y a un peu plus de réflexion. On a aussi plus la possibilité de s'étaler. Là où Twitter, on est limité à je ne sais plus combien de caractères pour écrire un message. Et non, oui. Donc, oui, ce qu'on fait, nous, on a déjà eu des personnes dans l'équipe qui en ont eu marre, mais vraiment marre, qui ne voulaient plus entendre parler de vaccination, d'antivax ou quoi. Et oui, on est une équipe, donc pas de souci. Tu fais un break et puis quand tu sens que ça va mieux, tu reviens. Et c'est comme ça qu'on s'aide, qu'on se soutient et qu'on se motive aussi les uns les autres. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas facile au quotidien de trouver la motivation pour quand on a en plus nos journées de boulot à faire à côté, hein, parce que ça, faut pas l'oublier. Et voilà, donc je sais pas si Anna veut rajouter quelque chose pour... Oui, globalement, c'est à peu près ça, où par exemple, on est en train de discuter avec un anti-vax, on commence à vraiment avoir envie de lui rentrer dans l'art, et là, on va sur notre messagerie, on dit, bon, là, je crois que je ne vais pas tenir le choc, quelqu'un peut-il prendre le relais, s'il vous plaît, avant que je devienne vraiment désagréable? C'est vraiment, ou même d'un groupe à l'autre, entre SPAV, la Vigile, entre Vaccin France, des fois aussi, on s'appelle. J'ai eu du mal à trouver quoi répondre à cette personne. Est-ce que quelqu'un a une aide? Et par exemple, le VFID, on part du principe, bon, vous savez, tous les soirs, on met une perle, un argument ridicule donné par un antivax, mais on a pris pour principe de ne jamais aller prendre de perles sur VFID, sur Vaccin France, parce que ce sont des gens qui vont s'informer, qui veulent sincèrement s'informer, donc on ne va pas
s'en prendre à eux. Donc on a fait vraiment, on ne s'en prend aux arguments ridicules qu'aux gens qui viennent nous chercher ou qui vont se montrer agressifs sur les fils des médias et ainsi de suite. Donc on se soutient à la fois directement en se passant le relais quand on est fatigué, quand on dit si ça continue, je vais craquer, je vais balancer mon ordinateur par la fenêtre, ou en évitant d'entraver le travail des voisins, ou en se passant les informations au bon moment. C'est devenu un travail vraiment entre groupes, c'est plus seulement dans notre groupe à nous. D'accord, alors on a une question de Jacques Fiorentino. Jacques, tu peux la poser. Jacques, tu m'entends? Ah. Ben, on va passer la parole. Alors, je passe la parole à Jean-François Thébault. Jean-François est vice-président de la Fédération française diabétique. Non, c'était une simple question par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que ça vaut le coup de répondre sur Twitter, sur LinkedIn? Je m'astreins à répondre à chaque fois, mais est-ce que, à votre avis, ça vaut le coup de répondre? Voilà, c'est une simple question. Ah, alors là, j'ai envie de passer la parole. Tiens, on va demander à Marjorie et ensuite à Nico. Alors, nous, sur Vaccin France Information Édition, on n'est pas sur Twitter, mais effectivement, on peut des fois se poser la question de est-ce que c'est important d'être sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est nécessaire ou non? Et je pense que c'est important d'occuper tous les terrains qui sont occupés par la désinformation, en fait. Parce que ben, eux, ils convainquent des gens tous les jours et donc il faut vraiment faire ce travail-là en face pour ne pas leur laisser toute la place. Et parce qu'aussi, il faut toujours avoir conscience qu'au-delà de la personne avec qui on est en train d'échanger et qui est contre les vaccins, il y a souvent beaucoup de lecteurs silencieux, en fait, qui sont pas forcément, eux, anti-vaccins, qui sont pas juste apeurés ou désorientés, désinformés. Et donc, c'est important de faire ce travail qui est visible et lu par ces gens-là et qui, très souvent, est efficace parce qu'on a vraiment ce retour-là sur Vaccin France, hein, c'est que beaucoup de gens, après plusieurs mois de présence sur le groupe, sans avoir jamais parlé, nous disent « En fait, je lis beaucoup ce que vous dites quand vous échangez, etc. » Et c'est comme ça que ça me rassure et c'est comme ça que je suis convaincue et c'est comme ça que bah, voilà, j'ai fait vacciner mes enfants. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette présence et d'occuper aussi bien le terrain qu'eux. Voilà. Merci. Nico, vous partagez le même point de vue? Nico? Oui, excusez-moi, il y a deux personnes qui ont parlé en même temps, je n'ai pas entendu. Non, mais justement, qu'est-ce que vous répondez à la question de Jean-François? Bah, je rejoins Marjorie là-dessus, effectivement. Après, c'est extrêmement difficile d'occuper tous les réseaux sociaux, justement, parce que depuis le début, on parle de réseaux sociaux, mais en fait, on parle essentiellement de Facebook, à part les vaxeuses qui ont une activité sur Twitter, et franchement, je les félicite parce qu'effectivement, c'est un réseau qui est assez détestable. Voilà, je crois qu'il n'y a que ça, hein. Après, il y a peut-être Pascal qui est un peu en tant que profil personnel qui intervient aussi un peu, mais sinon nous on s'aventure pas sur Twitter et il faut savoir que la plupart des jeunes, des ados ou des jeunes adultes ne vont ni sur Facebook ni sur Twitter, hein. Ils vont essentiellement sur Instagram, TikTok, ces réseaux-là. Il y a aussi des réseaux comme VK. Donc en fait c'est qu'une toute petite partie des gens qu'on touche. Il pourrait être intéressant qu'on se développe sur les autres réseaux aussi, mais il faut du temps. Il faut des gens, c'est un peu compliqué. Les vaxeuses, vous vouliez prendre la parole? Oui, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que se poser la question, est-ce qu'il faut répondre à ces gens? Je pense que c'est déjà commencer à minimiser leur pouvoir de nuisance. Il y a une petite citation amusante qui circulait il y a quelque temps sur ces mêmes réseaux sociaux qui disait qu'il y a 30 ans, un anti-vax, c'était un gars qui avait un peu trop bu au bar d'un bistrot et qui racontait ses conneries aux 3 personnes qui étaient là tard le soir. Là, maintenant, ils ont une visibilité, mais qui est difficilement mesurable. Et j'ai envie de dire, surtout quand, par exemple, on va prendre le cas des articles qui sont sortis en 2017 sur l'obligation vaccinale des enfants. Quand Le Monde fait un article, qu'il le poste sur sa page Facebook,
cet article touche des milliers de personnes et les premiers commentaires qu'on voit en dessous sont des commentaires anti-vaccins qui touchent ces mêmes milliers de personnes. Donc, je pense que oui, c'est important de leur répondre parce que après, il sera trop tard. Quand le phénomène aura pris beaucoup trop d'ampleur, là ça va être de plus en plus difficile à contrer. Olivier, Alors, je ne sais pas oui. si tu m'entends là. Qui parle? C'est Jacques Fiorentino. Là. Oui, Jacques, je t'entends. Justement, je voulais te passer la parole après, parce que la première fois, on ne t'a pas entendu. Je voulais vous soumettre une idée qui vient de choses que j'ai pu faire. Est-ce qu'il ne serait pas possible, ou ce sera un travail à mener en commun avec chacun sa réactivité, de mettre en place une banque de données, mais très rapide, pas du tout une banque de données, je dirais, comme on peut en avoir à l'INSERM ou ailleurs, mais une banque de données réactive avec les questions les plus fréquentes. Moi, j'ai fait ça il y a quelques années, dans un autre univers, avec les questions les plus fréquentes et avec déjà un synopsis de réponses qu'on adapte effectivement en fonction de la personne, de la question qui a été directement posée, mais qui permettrait, je dirais, de simplifier quand même la tâche et qui serait évidemment réactivée et actualisée au fur et à mesure des informations dont on dispose. Alors, Voilà j'ai envie de passer la parole à Guillaume pour répondre à ta question, Jacques. Guillaume Brachet, tu nous entends, Guillaume? J'entends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Moi, j'avais juste une réflexion complémentaire. Merci beaucoup par rapport à la question de Jean-François. La vraie question à se poser, c'est pas est-ce qu'il faut répondre à cette personne-là qui vient de poster quelque chose, c'est vraiment avoir une présence sur le long terme qui soit apaisée comme dans VFID. Ça permet d'avoir un rôle de modérateur de l'information à chaud, de tout ce qui est préprint et tout ce qui est relais d'articles de presse. C'est vraiment ce côté, voilà, on se pose en référent quand il y a une actualité un peu trop chaude, un peu trop sensible. Les gens savent qu'ils peuvent trouver des réponses un peu apaisées, même si les discussions parfois ça s'emporte un peu. C'est vraiment ce rôle-là qui est important, c'est que les gens se disent, au-delà d'un message partisan, parce que le message est partisan, il semble partisan à première vue de toute façon. En revanche, il y aura moyen de le discuter et d'avoir des précisions. Et c'est vraiment plus intéressant que d'avoir une réaction vis-à-vis du commentaire comme disait Nico, de la personne qui était au comptoir avant et qui avait une audience très limitée et qui maintenant est Jean-Michel du 92 et qui a une audience bien plus vaste avec des arguments qui vont être toujours de l'ordre de l'attaque ad hominem ou de quelque chose d'assez personnel et passionné. Alors, moi, je trouve que c'est super intéressant. Je vois la réaction également d'Anna Vaxeuse, qui dit que la banque d'infos, on a commencé à la faire sur les ingrédients des vaccins, la fabrication des vaccins, etc. Mais c'est ultra chronophage. Ouais, mais c'est là justement où on peut être complémentaire et on peut vous aider. Il y a peut-être aussi, plutôt que de faire chacun sa banque de données, il y a peut-être aussi des services qu'on peut se rendre. Nous, sur VLS, on peut très bien, si vous nous posez un certain nombre de questions, trouver les éléments ou faire intervenir un chercheur ou faire intervenir un industriel sur la fabrication ou n'importe quoi. On a cette possibilité aussi et n'hésitez surtout pas à vous en servir si vous en avez besoin. C'est fait pour ça. Excusez-moi, est-ce que je peux... On a trouvé en surfant sur les sites anti-vax, ils ont carrément une sorte de Wikipédia de toutes les intox qui circulent sur les vaccins et qu'ils font circuler. Si je vous envoie le lien, si je vous fais communiquer le lien, est-ce que vous pourrez nous aider justement à fabriquer via notre blog ou sur votre blog à vous la riposte pour chaque argument pété? Eh bien, on peut tenter de le faire et je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marie? Alors, moi, j'en pense que j'ai très exactement discuté de ça avec Robert Cohen, donc Infovac, où ils ont une énorme base de données dont ils se servent en interne de liste de questions posées et de réponses validées scientifiquement. Et donc, très probablement, si on arrive à faire un outil commun entre vous et ce genre de réseau, on a le contenu. Et les contenants ne sont pas compliqués à faire.
Donc, c'est un vrai projet faisable. D'accord, parce que ça m'intéresserait, parce que j'avais commencé à le faire et j'avais commencé à transposer ces arguments de debunk sous la forme de petites pastilles de mini bandes dessinées en 6-8 vignettes qui montrent ce qu'il y a d'absurde ou d'irréalisable, d'irréaliste dans certains arguments anti-vax, avec l'argument pour le démonter, pour le contrer. Absolument. Ça, c'est plus facile. C'est comme les petits dessins de Bickel pour les anti-vax. C'est un truc qui se colle et qui se fait très facilement dans les fils de discussion et ça peut porter. Donc, en fait, ce que je vous propose, et Olivier, c'est toi qui est chargé de donc, me rappeler que je l'ai proposé, on essaye de donc, vous voir dans les semaines qui viennent et de voir les équipes du côté des médecins experts, des infectiologues et des pédiatres, de voir comment on peut donc créer une ressource commune avec tout ça. Super, ah oui, avec plaisir. Excusez-moi, juste pour compléter, si tu peux me permettre, Jacques Fiorentino. Oui, allô? Vas-y, Jacques. Oui, ce que je veux dire, ce qui est important surtout, c'est que cette banque de données ne soit pas constituée comme une banque, je l'ai dit, très académique. Il faut qu'elle soit vraiment sur des éléments de réponse face à une attaque bien précise. Avec bien évidemment, tout ça doit être sourcé, sinon ça n'a pas de sens. Sinon, on passerait à côté de notre rôle. Mais il faut vraiment que ce soit bref, synthétique et immédiat, c'est-à-dire qu'il puisse s'adapter à différentes questions telles qu'elles sont posées, mais qu'il puisse être réactif surtout. C'est pour ça que j'avais pensé à les faire sous forme de bande dessinée. Ça se lit facilement. Très bonne idée. Ça se lit facilement, ça attrape l'œil, c'est plus facile à comprendre. C'était un peu mieux pour les gens qui n'ont jamais fait de science, quoi. Ouais. Et comment dire, c'est exactement ce que demandent aussi les pharmaciens. Parce qu'au comptoir, s'ils veulent être convaincants et le faire, pouvoir le faire, il faut qu'ils aient des petites phrases ou des petits messages extrêmement courts qu'ils peuvent avoir en tête. Donc, il faut que ce soit facile à mémoriser et qu'ils puissent le sortir quasiment de façon réflexe quand on leur sort une bêtise. Et donc, avoir en plus une petite BD ou une phrase choc, pour eux, ça va être très utile. Je pense que c'est vraiment une idée sur laquelle on peut travailler et sur laquelle VLS peut apporter quelque chose et contribuer. On a Arthur qui voulait prendre la parole. Oui, je voulais juste préciser quelque chose autour du coup de cette fameuse liste de réponses aux arguments anti-vax les plus courus. Alors c'est vrai que dans la période qui précédait le Covid, il y avait toujours les 5-6 mêmes arguments qui revenaient en boucle encore et encore, principalement l'aluminium, l'autisme, la sclérose en plaques. Enfin, c'était systématiquement les 3-4 mêmes arguments qui revenaient en boucle. Le Covid, en fait, a complètement rebattu les cartes à ce niveau-là. Et alors, durant la période vraiment des confinements, on pouvait voir apparaître plusieurs fakes par jour. C'était assez impressionnant, en fait, à quel point les antivax pouvaient être prolifiques dans l'invention des fausses informations. Et en fait, on a remarqué une différence. Je pense que tous ceux qui sont dans les différents collectifs pourront valider ce que je dis. On a vu une différence dans l'ampleur des fausses informations anti-vax dans la période post-Covid, enfin, en tout cas post-Covid, début de la vaccination, où il y a beaucoup plus de fausses informations qui circulent et où il commence à devenir vraiment difficile en fait de suivre l'ensemble des fausses informations qui circulent parce qu'on est parfois surpris le matin quand on se connecte, on voit, ah mince, qu'est-ce qui s'est encore passé, de quoi ils parlent aujourd'hui encore, et on se rend compte qu'ils ont juste inventé une nouvelle fausse information sur un mot qui a été sorti de son contexte dans une intervention de tel ou tel officiel ou de tel ou tel laboratoire pharmaceutique. Donc voilà, juste pour rajouter un peu ce point-là. D'accord. Alors, dans les questions, j'ai baissé des mains, mais ce n'est pas le fait de vouloir vous
que vous n'interveniez pas, c'est simplement parce que pour gérer les questions, c'est plus facile pour moi. Donc, la prochaine question, c'est Véronique Dufour qui veut la poser. Oui, bonjour. Ce n'était pas une question, c'était un complément d'information par rapport à ce que Jean-Marie Cohen disait tout à l'heure. Je fais partie des experts Infovac et je suis absolument ravie, enchantée d'être avec vous ce soir parce que j'ai appris une foultitude de choses sur, en effet, vos associations et je suis très admirative parce qu'on n'a pas ce pouvoir. Alors, Infovac répond à des médecins ou en tout cas des professionnels de santé, puisque maintenant les personnels de santé qui vaccinent, il y a eu une extension de ces personnes. Donc, on a beaucoup de pharmaciens, on a quelques sages-femmes, il y a quand même 4000 adhérents, donc ça fait du monde. Mais même si ça peut être intéressant de lire toutes nos questions, et je crois que globalement, les experts, puisque j'ai soumis la proposition de Jean-Marie Cohen dernièrement aux experts, et je sais qu'il a téléphoné à Robert Cohen, ou qui se sont téléphonés plus exactement, mais je pense qu'il y aura peut-être une mise en forme à faire, bon, le détail on pourra le voir, mais c'est quand même très orienté réponse à des médecins et pas du tout à des enfin, il peut se glisser des antivax. Il y en a toujours, on a toujours une ou deux questions, mais on a quand même 30, bon an, mal an, on a au moins 30 à 35 questions par jour. Donc, je suis de garde aujourd'hui, je vais continuer après vous. Donc, c'est quand même assez intense comme activité, mais on est 12 experts en ce moment à prendre les gardes à tour de rôle. Donc, voilà. Et on est devenu une plateforme depuis presque un an maintenant, pas tout à fait. Donc, en effet, on a beaucoup d'inscrits à cette plateforme. Voilà, je voulais vous remercier encore pour avoir pouvoir participer ce soir à ça. Merci beaucoup d'être présente, Véronique. Et c'est vrai qu'après, s'il faut traduire du langage scientifique en langage maman ou citoyen ou autre, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais c'est vrai que souvent, ce qui est le plus difficile à avoir dans une banque de données, c'est les référencements, les bonnes études sur lesquelles on peut s'appuyer et tout ça. On n'a pas toujours cette possibilité. Donc là, s'il y a juste un travail ensuite de traduction d'un certain nombre de questions, je pense que ça peut être d'une aide tout à fait essentielle. Et je pense qu'on peut le faire. Oui, aujourd'hui, j'ai bien répondu à quelqu'un qui n'était pas vraiment professionnel de santé, une assistante maternelle. Et en effet, il a fallu que je traduise en langage courant tout ce qu'elle me racontait et qu'elle me demandait. Mais je lui ai quand même répondu, bien qu'on soit réservé normalement aux professionnels de santé. Mais on pourrait imaginer aussi, Jean-Marie, en tout cas, parce que tu peux le glisser à Robert, je ne l'ai pas encore dit, mais ça serait qu'on puisse, que l'expert de garde dans la journée puisse répondre, parce qu'il est quand même assez bloqué quand on est de garde, puisse répondre ou sous forme de mail, ou sous forme de téléphone, ou sous forme à des questions que vous vous posez pour avoir une réponse un peu plus scientifique sur tel ou tel sujet de vaccination. Super. Ça pour une proposition. Merci beaucoup. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme dit l'autre. Christine Salavert. Oui, bonjour, merci. Oui, voilà. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus une inquiétude, parce que moi, je vois au niveau de l'équipe officinale, je trouve les préparatrices de plus en plus gagnées par le scepticisme. Du mal à les faire se vacciner contre la grippe. On sent que ça gagne quand même. Donc, je suis contente que Madame Caminel soit là. Je vais les envoyer en formation sur la vaccination. Et donc, je ne vois pas comment elles peuvent argumenter au comptoir, étant donné qu'elles-mêmes, je les sens, vous voyez, ça gagne un peu le doute, c'est très difficile. Je vois à l'hôpital de La Rochelle, pour faire vacciner le personnel, ils font venir les joueurs de l'équipe du stade Rochelet, ils leur font une loterie et pour arriver voilà, je trouve quand même que, bon, c'est vrai que les préparatrices sont sur les réseaux sociaux, elles sont dans les sites, il faudrait que dans les chats de préparateurs aussi publier des infos, voilà. Mais moi, je suis un peu inquiète, voilà. Non, c'est important ce que vous dites. Véronique Rigaud, une autre question?
Oui, bonjour. Alors, c'est pas Véronique Rigaud, c'est son mari Daniel Rigaud. Donc, je me présente rapidement. Je suis aussi pharmacien. Je suis élu RPS pour la région Auvergne-Rhône-Alpes avec quelqu'un que vous devez connaître qui s'appelle Olivier Rosaire. Donc, nous, on a commencé à travailler sur cette nouvelle obligation vaccinale qui devrait donner un coup de boost à la couverture vaccinale en France chez l'adulte à partir de 16 ans par une série de webinaires qui commence dès vendredi. Par la vaccination pneumocoque. Donc, on aura un pharmacien élu RPS et un expert, donc des infectiologues. Ça sera l'infectiologue de l'hôpital de Saint-Étienne, par exemple, pour vendredi. On aura Ophélie Dos Santos, qui est infectiologue à l'hôpital de Chambéry, qui est mon département de référence sur la vaccination de l'immunodéprimé. Je pense que par rapport à ce qu'elle m'a dit ma collègue, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup informer, travailler en amont. On aura ce droit de prescription, entre guillemets, à partir du 1er janvier. Après, je voudrais témoigner, on n'en a pas parlé, sur le profil type de l'antivax. On a toujours l'impression que ce sont des jeunes très connectés, mais je suis dans l'épicentre, si les gens savent, mais de l'infection à méningo B qui sévit actuellement dans 2 arrondissements, Chambéry et l'Est lyonnais. Et j'ai été quand même très étonné que les jeunes se vaccinent massivement. Enfin, après, ce qui leur a fait peur, c'est qu'il y a eu 2 décès, donc ça motive. De la même façon, la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une campagne un peu dans son coin, je le regrette, sur la vaccination HPV, notamment chez le jeune garçon, et je suis surpris de l'adhésion des jeunes. Donc on n'en a pas parlé, mais je trouve que le profil type des antivax n'est pas forcément dans la jeunesse, plutôt des gens qui ont entre 40 et 50 ans. Et je pense que ça pourrait aider à définir un profil à ce niveau-là. Alors, voilà. Les vaxeuses, qu'est-ce que vous en pensez de ça, ou Marjorie ou Nico, sur le profil de l'antivax auquel vous êtes confrontés? Oui, je voulais réagir justement. Effectivement, peut-être que pour certaines personnes, c'est beaucoup chez la jeunesse, mais on n'a pas forcément ce sentiment-là. Sur Vaccin France Information et Discussion, on a beaucoup de parents inquiets, donc souvent des gens qui ont plutôt entre 30 et 40 ans, on va dire, et donc pas spécifiquement des jeunes. Et aussi, si je peux ajouter, concernant la vaccination HPV, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'informent via les réseaux sociaux sur la sexualité et sur ses risques. Et j'ai plutôt un bon sentiment sur le fait qu'ils se sentent concernés par la vaccination HPV, les jeunes hommes notamment, et que pour ce coup-là, ça marche un peu mieux que ce qu'on aurait pu croire, et que finalement, c'est souvent les parents de ces jeunes adolescents qui craignent ces vaccinations, et donc des gens qui ne sont pas, eux, tellement jeunes. Donc effectivement, je pense que c'est pas forcément les gens qu'on imagine au premier abord. Ouais. Anna, vous avez le même sentiment chez les vaxeuses? Sur Facebook, oui. Par contre, j'ai vu passer via des contacts et des jeunes que je dois rencontrer assez régulièrement, des profils jeunes, mais qui s'informent, ils prennent leurs intox sur TikTok. Or, nous n'y sommes pas. On a été contactés à une époque, je crois, par TikTok pour faire des mini-vidéos, mais à l'époque, on n'avait déjà pas trop le temps. Pas trop les moyens, enfin pas trop les connaissances techniques pour faire des vidéos TikTok. C'était trop chronophage par rapport à ce qu'on avait déjà sur les bras. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un profil type de l'antivax. Nous, on a un biais parce qu'on voit effectivement une population qui est adulte, en fait, puisque on est sur Facebook ou Twitter, mais comme je vous disais tout à l'heure, les jeunes ne sont pas là-bas, ne sont pas sur ces réseaux, en tout cas en majorité. Donc, je pense pas que ce soit que les adultes qui soient concernés. Alors, on a une question suivante de Pierre Marchal. Pierre Marchal, vous êtes en mute. Oui, bonsoir. Pierre Marchal, donc comme vous l'avez dit, chercheur en immunologie. Je fais partie, ou plus ou moins activement, du groupe Vaccin France Information et Discussion. Et je voulais juste réagir brièvement à l'idée qui avait été donnée tout à l'heure de donner des réponses types aux pharmaciens, de donner des réponses types aux médecins qui sont face à un patient. Autant j'entends qu'une réaction qui est...
Alors, je vais me baser un brin parce qu'il y a des études super intéressantes en sociologie qui ont été faites sur les thèses complotistes, sur quelles sont les réponses les plus efficaces aux thèses complotistes et ce genre de choses. Et très probablement que ce genre de publication devrait participer à construire une réponse efficace, la plus efficace possible en tout cas dans ce domaine. Autant personnellement, je ne suis pas sur Twitter parce que les personnes qui me connaissent un brin et qui connaissent ma manière de répondre aux gens savent que je ne peux pas, ce n'est juste pas possible de répondre en un nombre aussi fini de caractères, de mots, je veux dire. Autant ma manière de répondre aux gens qui est celle sur les réseaux sociaux, qui est aussi celle dans la vraie vie, c'est-à-dire je vais donner un argumentaire développé qui est pourquoi moi, personnellement, je suis convaincu de ce que j'avance. C'est-à-dire que je vais donner les arguments pour, les arguments contre, et finalement faire une synthèse. Une réponse sur Facebook, notamment en interne à VFID, on a une banque de publications qui sont assignées à des domaines. On sait par exemple, on a quasiment juste à faire un copier-coller quand on a une question sur ok, le vaccin RER, mon enfant il est allergique aux protéines de lait de vache, est-ce que je peux lui donner? Ok, on sait, on a les ressources. La vaccination HPV, il y a de l'aluminium, ou alors ça cause des POTS ou des maladies un peu étonnantes, on a les ressources en interne. Et en fait, le fait d'avoir une recherche, je dirais pas une systématique review de la littérature, mais le fait d'avoir beaucoup de données qui vont dans les deux sens, c'est-à-dire que lorsqu'on va donner, si on nous questionne sur l'aluminium, on va développer dans un premier temps les papiers de Exley, les papiers de Gherardi, qui en ce moment revient un peu en force, et on va donner leurs conclusions, on va expliquer pourquoi peut-être certaines publications sont plus fortes que d'autres, et ensuite on va donner les publications à l'inverse, avec peut-être le rapport de l'Académie de pharmacie, ce genre de choses, pour donner la conclusion. C'est-à-dire que l'avantage des réponses courtes et choc, c'est qu'elles convainquent probablement une partie des personnes sceptiques. Les personnes qui sont un peu plus sceptiques et qui n'ont pas forcément envie d'être infantilisées ont peut-être besoin d'avoir une réponse un peu plus construite, un peu plus développée, sur pourquoi nous on pense que, nous chercheurs, nous médecins, nous peut-être personnes d'associations ou de membres de sociétés savantes, on est à peu près convaincus que en l'état actuel de l'art, ce qu'on avance est juste. Et là aussi, il y a peut-être un manque de ressources à développer, puisque le wiki des antivax, on va arriver sur la loi de Brandolini, à un moment, le wiki des antivax, il est très rapide pour dire des choses qui sont factuellement fausses. Autant, pour contrer ça, il va falloir quelque chose qui est probablement plus développé. Sur certains réseaux sociaux ou dans certains contextes, une image ou une phrase choc, c'est bien, mais un argumentaire développé est peut-être nécessaire dans certaines situations. Et il y a la quantité jours à répondre, le temps de trouver tous les papiers et de construire notre truc. Mais du coup, si à un moment ou à un autre, il y a une banque de données, de réponses à proposer, avoir quelque chose peut-être de choc d'un côté, mais d'un peu plus développé dans un second temps, un peu ce que fait Infovac, ça peut être utile. Je crois qu'on peut avoir plusieurs types de réponses et ça peut se concevoir dans le cadre de la banque de données, vous avez tout à fait raison. Il y a encore une question de Fatima Kalouk. Fatima. Bonsoir à tous, bonsoir. En fait, je me suis connectée, je ne connais aucun de vous, hein. Je connais par contre les réseaux, les différents réseaux, et je voulais féliciter les personnes qui les animent courageusement, jour après jour, sur les réseaux sociaux. Je voulais plutôt en fait apporter un témoignage parce que je suis administratrice de l'association Polio France, donc qui réunit des survivants de la poliomyélite. Et en fait, pour nous, c'est un travail très, très important puisque c'est une pathologie qui est aujourd'hui méconnue, oubliée en grande partie du fait de sa presque éradication. Mais c'est très important pour nous que cette lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, sur la vaccination en général et sur la vaccination contre la Covid et autres, soit fait en fait par des personnes qui sont tout à fait compétentes. Donc je pense en fait évoquer ce sujet avec le conseil d'administration de Polio France qui se réunit ce vendredi. Voilà. Encore merci de cet échange. Merci beaucoup de votre participation parce que c'est en particulier pour des personnes comme vous que nous essayons de faire ces ateliers
de VLS pour mettre en contact des mondes, des structures, des personnes, et faire en sorte que la mayonnaise prenne dans le bon sens, c'est-à-dire celui de la science. Guillaume, tu as une intervention, puis après je donnerai la parole à Jean-Marie pour la conclusion, parce qu'on arrive déjà à 20h32. Donc, je vais être bref. Je vais commencer par un tout petit point. Quand Marjorie dit on n'a pas que des jeunes, on a aussi des parents, j'ai un peu mal à mon petit cœur. Voilà, parce que je me considère pas comme vieux parce que je suis parent, mais c'était gratuit. Sur la partie TikTok pour les jeunes pas parents, il y a des initiatives qui existent déjà. L'OMS a mis sur pied la team Halo pour le Covid, qui était un panel de médecins, de scientifiques, de pharmaciens, de tous horizons, de tout pays, de toute confession, qui permettait de répondre à ça. Et moyennant une petite formation à l'utilisation de TikTok qui effectivement est un peu spécifique, ça permettait à tout le monde de prendre la parole, sous l'égide de l'OMS en tout cas. Sur la partie ontogénie, pour répondre aux questions, en fait, une base de données de FAQ, ça existe déjà. Il y a une technologie qui s'appelle le graphe, qui permet d'avoir tout ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire le pour, le contre, et d'avoir un chiffrage du pour, du contre, et des arguments solides. Ça s'appelle donc c'est le graphe. Il y a un outil qui s'appelle Cajoli qui exploite la technologie du graphe, qui vient contrer la loi de Brandolini en donnant immédiatement accès à tous les articles qui sont pour, qui sont contre, en faisant une revue de la littérature extensive instantanée. L'inconvénient de ces outils-là, c'est que Cajoli, c'est 18 000 € la licence, et il faut en acheter au minimum 5, donc annuellement, pour y avoir accès. Ouais. On voit que si on veut contrer la loi de Brandolini, il faut soit beaucoup de temps, soit beaucoup d'argent. Donc ça, c'est voilà, il y a des freins encore à lever. Des partenariats ne sont pas à exclure, mais pour l'instant, Cajoli, c'est une boîte qui essaie de devenir une licorne, donc d'être valorisée très cher. Donc ils ne sont pas tellement à faire du bénévolat pour la lutte contre la désinformation. Voilà, c'est tout pour moi. Alors Nico, un mot de conclusion. Je vais donner la parole, avant de donner la parole pour la conclusion finale à Jean-Marie, je vais donner la parole à chacun des groupes qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de venir participer, c'est-à-dire vous, Nico, les Vaxeuses et Anna, Marjorie, Pascal. Voilà, que vous ayez... Alors, en guise de conclusion, je vais m'éloigner un petit peu des réseaux sociaux. En fait, il y a donc d'un côté l'information qu'on peut transmettre, et de l'autre côté, il y a le récepteur, donc celui qui va la recevoir et qui n'est pas toujours prêt à la recevoir, en fait, l'information. Donc, de temps en temps, il y a juste une méfiance envers l'information qu'on peut délivrer, ou même les liens. Ils ne vont pas aller lire ce qu'on va dire, leur opinion est déjà faite. Donc, pour moi, il y a aussi un travail essentiel à faire dès l'école primaire et le collège. Et en ce moment, ça tourne bien dans l'éducation nationale, puisqu'on parle de plus en plus d'esprit critique. Alors, c'est en cours on va dire que c'est en train de se mettre en place, mais que ça suit les choses, ça va dans le bon sens. Voilà, pour avoir un petit message positif. Super. Les Vaxeuses ? Oui, je rejoins ce que Nico disait. Je pense qu'il y a deux terrains. Il y a le terrain du tout de suite et des outils dont on a besoin pour réagir maintenant. Mais il y a aussi un travail de fond à faire, et un travail de fond qui doit être fait en impliquant l'éducation nationale, pour que la meilleure façon de couper l'herbe sous le pied des antivax, c'est que les enfants, quand ils deviennent adultes, ne tombent pas dans ce piège-là, simplement. Et ça serait la meilleure chose à faire. Là, par contre, on parle de décennies dans le futur. Donc, mais bon, c'est quelque chose à pas négliger. Super. Anna, vous voulez ajouter un mot ? Oui, et qu'il faut aussi former les enseignants, puisque bon, je suis maman, et il m'arrive de discuter avec les enseignants de mes enfants, et il faudrait les former eux aussi. D'accord. Marjorie ? Oui, pour rebondir sur ce qui a été... Ah, bon, je te laisse la parole, vas-y. Pardon. Je complète si jamais. Voilà, complète si jamais. Pardon, Marjo, mais tu comprendras. Non, juste 30 secondes, parce que j'aimerais dédier cet atelier à une personne qui est présente dans les inscrits ce soir, qui nous écoute depuis le début. Je vais juste donner son prénom, elle s'appelle Carole. Et tout à l'heure, on demandait si c'était utile de monter au front pour répondre, pour contrer la désinformation. Et Carole, c'est une maman qui a beaucoup d'enfants qui sont vaccinés.
et qui, au moment de la crise de la Covid, est tombée dans la désinformation via le biais d'une connaissance qui était suspendue pour non-vaccination Covid. Et elle est tombée au point d'être pas loin de casser son couple, tombée au point d'avoir fait une tentative de suicide. Parce que derrière les mots de la désinformation, il y a des mots, mais cette fois-ci MAUX, de vrais humains qui vont mettre des semaines, des mois et parfois des années pour se reconstruire. Et moi, voilà, bon, elle n'a pas pu intervenir parce qu'on n'a pas le temps, elle a souhaité que je le fasse à sa place. Moi, je l'encourage et je lui dis bravo et continue. Et des Carole, il y en a tout plein qui en font les frais à cause de la désinformation. Ce sera mon dernier mot. Et non, les copains, je voulais appeler l'atelier les copains d'abord parce que je vous aime très fort et que si on est encore tous là, c'est aussi parce qu'il y a des vraies amitiés qui se lient. Marjo, tu peux compléter. Merci Juste pour Pascal. compléter, oui, je voulais rappeler que pour la question des moyens, je voulais rappeler qu'on est tous bénévoles, évidemment. Et donc, on fait tout ça sur notre temps libre parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, parce qu'on a le sentiment d'aider les gens, parce qu'on est parfois payé juste par la récompense de voir qu'ils ont appris des choses, qu'ils ont vacciné leur enfant, qu'ils vont mieux, voilà. Mais voilà, on manque de moyens et voilà, si on pouvait aider un peu plus, ça pourrait être pas mal. On va essayer de trouver des moyens de mutualiser au moins les moyens qu'on a pour faire en sorte de pouvoir apporter des éléments de réponse à toutes les questions et à tous les projets qu'on a pu voir, qu'on a pu voir se dessiner pendant cette session qui était absolument passionnante et pour laquelle je vous remercie. On est vraiment à la fin, Guillaume et Nico, je suis désolé. Je vais laisser le mot de la fin à Jean-Marie Cohen. Je voudrais remercier M. Célie d'être présent et de vous avoir écouté et de nous avoir écoutés parce que si on arrive à justement avoir cette interface simple, c'est grâce à des personnes comme M. Célie. Et c'est pas toujours facile de trouver des interlocuteurs dans le monde général de l'administration sur des sujets qui sont des sujets qui nous tiennent tous à cœur. Jean-Marie. Merci et avec plaisir. Alors, bon, moi, je pars avec 3 idées. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de ressources et que, comment dire, on n'est pas tout seul. Le deuxième, c'est que tous ceux qui sont actifs sont en crise de temps. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'ils bossent beaucoup, que c'est une productivité faible, c'est-à-dire qu'il faut bosser beaucoup pour faire remonter la pente à une idée qui est donc considérée comme vraie face aux idées fausses. Et en plus, il y en a plein qui sont donc bénévoles. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire gagner du temps à tout le monde et de faciliter les échanges entre ceux qui rament sur les réseaux sociaux, ceux qui rament dans le monde médical pour essayer que les médecins ou les préparateurs en pharmacie ou les pharmaciens ou même les ostéopathes soient donc un peu plus affûtés. Et le troisième chose, c'est qu'il va falloir être très inventif pour trouver les moyens les plus performants, les plus innovants et les moins chers. Donc, je pense, Olivier, qu'il va falloir qu'on se fasse un sérieux débrief dans les jours qui viennent pour voir quelles sont les pistes, quels sont les objectifs à avoir et comment faire avancer le schmilblick pour ne pas rester au stade de « oui, on s'aime tous, c'est vachement sympa », mais vraiment faire avancer le schmilblick. Donc là, il va falloir que toi et moi, on soit des très bons entrepreneurs, capables de trouver des solutions techniques à des problèmes compliqués. Écoute. Ceci dit, je pense que vous êtes tous fatigués, qu'il est tard et que vous devez en plus avoir faim. Donc, je ne voudrais pas que vous tombiez malade, surtout ceux qui risquent l'hypoglycémie. Mais vraiment, je pense que, à la fois, je trouve que cette réunion est une réunion clé parce que c'est la première fois que tout le monde est autour de la table, même si c'est une table virtuelle. Et 2, on voit bien où sont les problèmes. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus qu'à, Faucon, etc.
Eh ben, merci à tous et très bonne fin de soirée. Excellent dîner pour ceux qui... Enfin oui, je pense qu'on n'est pas des anglo-saxons, donc ça viendra après. Merci, merci à tous. Merci à Carole. Je ne sais pas si elle nous entend, mais son cas nous touche beaucoup et ça donne aussi une vraie justification par rapport à tout ce qu'on essaie de faire. Et ça devient une communauté agissante et c'est un peu l'objectif qu'on s'était fixé avec Jean-Marie, donc c'est très très bien. On y va et on continue et on vous donne rendez-vous pour le prochain atelier. Et bien entendu, tous ceux qui veulent se joindre à VLS par exemple, n'hésitent pas à nous contacter, il n'y a aucune difficulté pour rejoindre le collectif. Très bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir à tous et un grand merci. Au revoir. Au revoir et merci. Bonsoir. Bonne soirée tout le monde.